Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce midi. Vous me permettrez d'abord de remercier Madame la ministre d'avoir accepté notre invitation, j'y reviendrai. Monsieur Bouchard, Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec, Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Je salue la présence de Madame Anne Saint-Laurent, mairesse de Montréal-Est, et de Monsieur Nicolas Dufour, maire de Repentigny. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Madame la ministre, je vais commencer, puis je me suis dit par quoi je commence aujourd'hui, après ce qui s'est passé dans les derniers jours. D'abord, très heureux de vous donner l'occasion d'avoir un repas calme. Mais je voulais commencer en disant, personnellement, je l'ai souvent dit, même si les gens parfois sont sceptiques, moi, je ne fais pas de politique, je fais de l'économique. Et aujourd'hui, je me disais d'entrée de jeu que je pense qu'au niveau économique, j'ai envie de vous saluer puis de vous dire bravo. On vient de traverser collectivement une période, puis on reviendra pour savoir si c'est terminé, on ne pense pas, mais on vient de traverser une période que moi, je n'aurais jamais cru possible dans ma carrière d'économiste, qui est celle d'avoir un partenaire commercial avec lequel on fait des affaires depuis des décennies, où on a des entreprises de chaque côté de la frontière qui travaillent ensemble, où on a développé des compétences communes et où soudainement il y a un acte, et je l'ai dit, d'une violence inouïe d'un point de vue économique, et qui, quelque part, s'appuie sur une rhétorique de faire de nous un État américain. C'est extrêmement violent comme discours, et je l'ai souvent dit, ça prend une certaine compétence pour être dans une salle où on dit ces choses-là et bien réagir, et je ne pense pas que j'ai cette compétence, je vous la reconnais, celle d'avoir un discours très, très agressif devant nous et de rester posé, de rester extrêmement constructif dans les échanges, et on avait besoin de ça. En venant ici aujourd'hui, vous avez respecté un engagement que vous aviez pris, puis hier, j'ai reçu quelques appels de Mme la ministre. Puis chaque fois que je voyais le numéro, je me disais, elle m'appelle pour me décommander. Et je vous remercie d'avoir résisté dans toutes les demandes qui vous sont faites. Je pense que c'est un moment important de rencontrer la communauté d'affaires et je remercie les médias d'être ici. Je pense qu'il y a des messages dont on va parler qui sont importants pour l'entièreté de la communauté d'affaires. On va avoir l'occasion d'échanger, donc je vais garder la plupart de mes commentaires pour ces échanges, mais je voulais quand même dire qu'il faut être très conscient que durant toute la fin de semaine, nous ne savions pas, du point de vue de la Chambre, est-ce qu'on va émettre un communiqué, est-ce qu'on va réagir, comment est-ce qu'on va réagir avec le milieu des affaires. Et vous, Madame la ministre, jusqu'à hier, j'imagine que vous n'aviez pas de certitude non plus. Mais au moment où on se parle, il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'entreprises qui prennent des décisions d'investissement. Est-ce que nous investissons pour accroître nos capacités de production? Est-ce qu'on investit dans une stratégie pour développer le marché américain au-delà de ce qu'on avait déjà? Il y a des entreprises internationales qu'on a attirées. Ça fait des années qu'on est dans une stratégie pour leur faire valoir qu'à travers le Canada, Montréal, c'est un pied à terre pour desservir toute l'Amérique. Ces gens-là se posent des questions. Et cette incertitude qu'on a vécue en fin de semaine, elle se passe dans tous les conseils d'administration. Elle se passe dans toutes les équipes de direction. Et c'est extrêmement difficile de planifier nos actions futures avec autant d'incertitudes. Alors aujourd'hui, on va essayer de qualifier cette incertitude ensemble. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais je veux simplement dire aussi que c'est clair que dans les derniers jours, on a évoqué beaucoup de problèmes qu'on devrait régler de façon rapide et prioritaire. Et il y a une petite crainte, et c'est qu'avec un petit répit de 30 jours, on sente moins l'urgence. Puis si on devait avoir un autre répit dans 30 jours, on va peut-être apprendre à vivre avec cette incertitude anxiogène et qu'on ne change pas réellement. Donc il va falloir, et je vais vous demander de prendre des engagements, donner suite à tous ces constats qu'on a passés dans les derniers jours. Sinon, on ne changera pas, on va rester aussi vulnérable. Alors, je terminerai ce court mot d'introduction. Merci d'avoir accepté d'échanger avec moi. Je vous prie d'accueillir Madame la ministre Mélanie Joly. Madame la ministre, je vais commencer d'entrée de jeu parce que je trouvais que c'était important. Souvent, quand on reçoit des élus, des politiciens, on leur donne l'occasion de porter directement leur message avec une allocution et ensuite de pouvoir commenter certains aspects de cette allocution. Aujourd'hui, vous avez décidé d'y aller autrement. Oui, en fait, parce que Michel, premièrement, merci. Merci à tout le monde d'être ici. Ça me fait plaisir de vous voir.
Michel, la raison pourquoi je t'appelais hier, c'était certainement pas pour te décommander. C'était certainement pour te dire que ça faisait à peu près 4 fois qu'on changeait le discours. Puis là, je me suis tannée. Puis j'ai dit, là, on va juste avoir une conversation. Parce que le discours change en fonction des événements. Puis là, à un moment donné, il faut juste que je me concentre sur les événements plutôt que sur le discours. Donc, c'est pour ça que le fait de pouvoir de répondre à tes questions, qui vont certainement refléter ce que les membres de la Chambre ont en tête, bien, ça va me permettre justement de vous dire exactement un peu plus qu'est-ce qui se passe. Alors, parfait. Je vais commencer par une question la plus générale possible. Il y a quelqu'un dans mon équipe qui disait qu'il y a un professeur émérite de Princeton qui a dit récemment « It's risky to be America's enemy, but it can be fatal to be his friend. » Est-ce que les États-Unis sont nos amis présentement? Je pense que le peuple américain est certainement notre ami. Le peuple canadien et américain ont toujours été très, très proches et vont toujours continuer à l'être. Mais c'est sûr que ce qui s'est passé au cours des derniers jours a été angoissant. Il y a une forme de trahison, de préoccupation, de colère qui est ressentie partout à travers le pays, puis qui est justifiée. Mais en même temps, on est capable de travailler avec cette administration-là. On l'a démontré encore hier. Et puis, ça fait maintenant des mois qu'on travaille sur, justement, l'administration Trump, se rapprocher des différentes personnes qui la composent, de pouvoir élargir notre cercle d'influence. Puis, on est certainement capable d'en tirer parti. Puis, moi, ça me fait plaisir de répondre à tes questions aussi, savoir comment nous, on s'est organisés. C'est ça. Ben, on va revenir sur comment on s'est organisé pour y faire face, parce que la présomption, c'est qu'on a un sursis de 30 jours, mais qu'en avant de nous, il y a encore probablement des déclarations à l'emporte-pièce, peut-être des menaces. Il va falloir y faire face. Moi, j'ai fait un calcul. On a un président américain qui est en poste depuis 16 jours, donc il en reste 1445 exactement. Si on y va par tranche de 30 jours, dans 30 jours, comment vous voyez l'enjeu? Est-ce que l'enjeu, c'est dans 30 jours? Parce que là, il a suspendu l'application qui rentre en vigueur dans 30 jours. Donc, est-ce que dans 30 jours, on revit le psychodrame qu'on vient de vivre? Est-ce qu'il y a des gestes que vous pensez que vous pouvez poser d'ici les 30 prochaines journées pour en gagner au moins 30 de plus? Comment on aborde cette période d'un point de vue des négociations, compte tenu de ce que vous venez de vivre? OK. Donc, vous m'avez peut-être entendu dans les médias au cours des dernières semaines, quand Donald Trump dit quelque chose, il faut l'écouter. Et donc, ce qu'on a fait à partir du mois de décembre, basé sur sa déclaration qu'il avait tweetée, où il faisait référence au fentanyl et à la frontière, on a travaillé sur un plan qui était très important pour sécuriser notre frontière et empêcher l'entrée de fentanyl, bien entendu aux États-Unis, mais surtout au Canada. Pourquoi on a fait ça? Parce que le président Trump, pour utiliser ses pouvoirs exécutifs, doit se fonder sur le fait qu'il y a une crise nationale aux États-Unis. Et donc, la crise de fentanyl est une crise qui enlève la vie de plusieurs personnes aux États-Unis à chaque jour. Mais entre-temps, la crise de fentanyl aussi au Canada, elle est très importante. Per capita, par jour, on perd parfois plus de vies liées au fentanyl qu'aux États-Unis. Entre-temps, les faits sont clairs. Moins de 1% du fentanyl qui va aux États-Unis provient du Canada. Aussi, sur la question de la frontière et des immigrants illégaux, moins de 1% des immigrants illégaux qui rentrent aux États-Unis viennent du Canada. Donc, sur cette base-là, on a décidé qu'on devait préparer un plan de match, un plan pour sécuriser notre frontière de 1,3 milliard de dollars qu'on a préparé au mois de décembre. Et on l'a fait parce que c'était dans l'intérêt des États-Unis, mais c'était surtout et avant tout dans notre intérêt. On était préoccupés par le fait qu'il puisse y avoir des politiques d'immigration aux États-Unis qui feraient en sorte qu'il y ait davantage d'immigrants illégaux qui pourraient venir à notre frontière. Et on était préoccupés par le fait qu'il y avait trop d'entrées d'armes à feu illégales qui provenaient aussi des États-Unis et trop de drogues illégales qui provenaient des États-Unis qui venaient vers chez nous. Donc, on a présenté un plan. À l'époque, le ministre Dominique Leblanc
qui était à l'époque le ministre de la Sécurité publique, et moi, on a travaillé là-dessus. On l'a présenté très, très rapidement. J'ai travaillé les contacts au sein de mes contacts républicains pour en arriver à parler à Tom Homan, qui est toujours le tsar de la frontière, le border czar de Trump. Et rapidement, lorsqu'on lui a présenté le nouveau plan, il est arrivé, il a donné des commentaires très positifs, même à CTV, donc dans des médias canadiens et dans les médias américains. Donc, on savait qu'on avait déjà une réaction positive. Mais entre-temps, le défi, c'était que ce plan-là se rende au président Trump. Et on a travaillé aussi avec les élus du Congrès républicain pour que ce plan-là soit présenté. Entre-temps, on a travaillé aussi sur quelles étaient les demandes du président Trump en particulier. Et c'est là que, justement, dans le cadre de ce qu'on a annoncé hier, on est arrivé avec quelques points de plus, dont un tsar pour le fentanyl au Canada, puis une approche 24/7 sur la frontière aussi. Puis aussi le fait de lister les cartels comme des entités terroristes, comme les Américains le faisaient. Donc, vous voyez que je sais que je suis face à des gens d'affaires et que les questions de sécurité publique, c'est très, très, très loin de votre réalité, mais le processus de négociation avec le président Trump présentement est basé sur des questions de sécurité publique. Et le 30 jours qu'on a gagné, c'est lié à la frontière. Maintenant, il faut comprendre que les négociations étaient tripartites parce que c'était le Mexique et nous. Et le Mexique avait des enjeux propres à leurs frontières qui étaient très différents des nôtres. Et donc, c'est pour ça que la présidente Sheinbaum était en négociation avec le président Trump directement. Moi, je parlais avec mes collègues mexicains. Et en même temps, nous, après que cette entente-là était faite, là, on pouvait parler. On pouvait s'entendre avec les États-Unis. Mais ça, c'est un des processus. Parce que l'autre processus qui est en place en vertu d'un deuxième décret, Executive Order, qui a été signé le jour de l'inauguration, le 20 janvier, et celui du 1er avril. Donc, celui sur la sécurité publique, on a une pause jusqu'au 4 mars. Mais il y en a un autre. Ça, c'est le décret qui a été signé il y a une semaine, qui a été mis en pause pour 30 jours hier. Il y a un autre décret qui a été signé le 20 janvier, qui est pour le 1er avril, et ça, c'est sur la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis, entre les États-Unis et d'autres pays, la Chine, le Mexique, mais certainement pour nous, c'est entre le Canada et les États-Unis. Et à ce niveau-là, c'est très important qu'on ait tous les mêmes chiffres, parce que le président américain a tendance à utiliser différents chiffres au niveau du fait que le Canada aurait un déficit commercial avec les États-Unis. Ce déficit commercial-là est de 64 milliards de dollars, selon les chiffres américains. Donc, ce déficit-là, il est basé sur quoi? En très grande partie par le fait que les Américains consomment énormément de notre énergie. Du pétrole, du gaz, de l'uranium pour leurs centrales nucléaires et également de l'hydroélectricité. Si on enlève la composante liée à leur demande énergétique, que l'on ne contrôle pas, parce que c'est les Américains qui en veulent davantage, et qu'on regarde seulement les chiffres liés au secteur manufacturier, donc des produits, en fait, les États-Unis sont en surplus commercial avec nous de 29 milliards de dollars. Et ça, c'est la promesse du président Trump de onshoring, donc de ramener des emplois dans le secteur manufacturier aux États-Unis. Si on regarde l'Union européenne, si on regarde le Japon, si on regarde le Mexique, tous ces pays-là ont des déficits commerciaux dans le domaine manufacturier, alors que avec les États-Unis, tandis que nous, les États-Unis ont un surplus commercial par rapport à nous. Et donc, ça, c'est un argument qui est très, très, très important, parce que ça démontre qu'au final, ce chiffre-là, on ne doit pas, comment je peux dire, c'est ce qui importe, c'est ce qu'on peut contrôler. Il y a aussi 8 millions d'emplois aux États-Unis qui sont dans le secteur manufacturier qui dépendent de la relation avec le Canada. Donc, à chaque fois qu'il y a cette possibilité d'imposer des tarifs, à ce moment-là, ça fait mal à 8 millions de familles qui sont aux États-Unis et qui sont certainement dans la base électorale de Trump.
Donc, tout ça fait en sorte une longue réponse, mais vous devez comprendre qu'il y a l'enjeu de sécurité publique, l'enjeu purement économique, mais fondamentalement, le président Trump a dit au cours de la campagne électorale qu'il aimait les tarifs, que les tarifs est un mot magnifique et qu'il voulait l'utiliser sur le monde. Et donc, pas juste contre le Canada, mais aussi, il en a parlé concernant l'Union européenne, etc. Il y a aussi une volonté de la part du président Trump d'aller combler, dans le fond, de répondre à sa promesse de maintenir les impôts très bas. Et donc, il lui faut des sources de revenus. Donc, est-ce que cette menace de tarif va se manifester ou non? Bien, en fait, ça va être basé sur comment nous, on s'organise. Et comment nous, on s'organise, je sais que je réponds à plein de questions d'avance, désolée, mais comment nous, on s'organise, et ça, tu peux me poser une question là-dessus, je peux te dire comment on peut s'organiser. OK. Mais juste avant, comment on s'organise, puis peut-être rapidement comme réponse, mais elle est quand même nécessaire. Dans cette réponse-là, il y a presque un élément de rationalité qui est évoqué dans l'attitude du président américain. Et derrière ça, il y a des gens qui ont évoqué ces derniers jours, hier, qu'en voyant les marchés financiers littéralement prendre une immense dégelée en ouverture hier matin, c'est ça qui leur a amené à reconsidérer. D'autres vont dire possiblement que la réplique canadienne, quoi qu'on peut en douter, là, aurait fini par faire suffisamment d'impact sur les décideurs américains, des chefs d'entreprise, pour qu'ils rappliquent dans le bureau de Trump de façon virtuelle, pour lui dire que ça n'a pas de bon sens. Bref, est-ce que c'est vraiment l'annonce de ce qu'on avait presque annoncé en décembre qui a fait qu'hier, tout d'un coup, il a réalisé que, puis il a dit OK, j'arrête. Je ne commenterai pas là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est arrivé à une bonne entente. OK. Puis qu'il y a des éléments nouveaux, puis qu'au final, le président Trump est content, nous, on est contents. C'est une victoire pour le président Trump. C'est bon de dire comme ça, bravo. OK, revenons donc comment on s'organise. Clairement, comment on s'organise, il y a d'abord par rapport aux États-Unis. Puis, il y a une chose que je trouve intéressante dans notre discussion, puis je veux juste qu'on l'ait à l'esprit, c'est que là, on s'est tous dit depuis un mois, on va aller rencontrer nos homologues américains, on va aller aux États-Unis informer dans les gouvernements, tout ça. Puis je me disais, est-ce qu'on s'imagine 2 minutes que les Chinois présentement diraient, on va envoyer des Chinois aux États-Unis, rencontrer des gouverneurs, leur expliquer que c'est mauvais les tarifs avec la Chine, puis qu'aux États-Unis, ils diraient, qu'est-ce que c'est important d'écouter les Chinois qui viennent nous expliquer ce qu'on devrait faire. Autrement dit, est-ce que devant nous, c'est réaliste de penser qu'on doit aller aux États-Unis, milieu des affaires, associations d'affaires, gouvernement, pour rencontrer nos homologues, pour leur faire réaliser que ce n'est pas dans leur intérêt? Oui, mais d'ailleurs, la Chine s'est vue imposer 10 de tarifs hier. Donc, malgré leur menace de représailles envers les États-Unis aussi. Le président Trump avait déjà imposé des tarifs sur la Chine lors de son premier mandat. Et il n'y avait pas eu nécessairement une réaction de la part des consommateurs américains par rapport au fait que ça avait eu un impact sur l'inflation. Et je pense que c'est devenu un argument fort pour lui de dire que les tarifs n'étaient pas nécessairement inflationnistes. Donc, il y a toujours ça en tête, comme quoi les tarifs peuvent être un outil très utile. En même temps, le Canada, les Américains ne se lèvent pas le matin en pensant à nous, là, mais on a beaucoup de leviers. C'est sûr que quand on regarde les États-Unis, on se dit « Wow, énorme pays, plus de 330 millions d'habitants, super puissance économique. » Mais comme n'importe quel pays dans le monde, et comme notre pays, il est composé de plein de petites économies locales. Et parfois, pour plusieurs de ces États-là, c'est moins compliqué de faire affaire avec la plus grosse ville qui est peut-être Montréal, Toronto, qui est peut-être Winnipeg, Vancouver, que New York, Los Angeles, etc. Surtout dans tous les États frontaliers, mais plus que ça, il y a 36 États américains pour qui le plus gros client
le plus gros marché, c'est nous. Donc, il ne faut pas penser que le Canada n'a pas d'impact. Puis si vous pensez à juste, ça a l'air peut-être énorme quand je dis ça, mais nous, au Canada, là, on achète plus des États-Unis que la Chine, la France, le Japon et l'Angleterre réunis. Donc, c'est énorme notre pouvoir d'achat. En même temps, aussi, on est capable d'aller chercher beaucoup d'alliés. Parce que ce qu'on a vécu, puis là, je sais que Jean Simard est ici, puis il l'a vécu lorsque le président Trump, dans son premier mandat, a imposé des tarifs sur l'acier et l'aluminium. On a travaillé à l'époque en mettant des mesures de contre-tarifs contre des produits, puis on était très, très chirurgical, puis on visait des États républicains, puis on visait des produits qui faisaient en sorte de créer beaucoup, beaucoup de pression politique auprès des élus républicains. Je donne l'exemple. C'était le bourbon, l'alcool bourbon au Kentucky. Et là, le gouverneur républicain, là, il était plus capable que, essentiellement, ces usines de bourbon, il était en train de mettre à la porte du personnel parce que la demande avait chuté, puis les consommateurs canadiens avaient décidé d'acheter un produit moins cher, qui était 25 % moins cher, parce qu'il y avait 25 % de tarifs sur le bourbon du Kentucky. Donc, dans la première série de tarifs, quand on a mis sur la table qu'est-ce qui était en jeu dans la première tranche de 30 milliards, là, bien, on envoyait un signal aussi politique en disant, nous, on va viser tous ces produits-là. On va avoir un impact dans tous ces États-là. Et c'était une stratégie pour dire, on s'en vient. Bon, notre réaction. D'abord, ce qu'on contrôle. Commerce intérieur canadien, je vais vous le dire avec toute l'humilité dont je suis capable, ça fait 6 ans que je vais à Ottawa à chaque année. Et je dis, les chambres de commerce métro à travers le pays, donc mon homologue à Toronto, peuvent amener des entreprises à faire du commerce intérieur canadien. Ça fait 6 ans qu'individuellement, vous nous avez tous dit, c'est une bonne idée, on n'a pas bougé. Les provinces n'ont pas bougé sa réglementation et on n'a pas aidé nos entreprises à prendre connaissance des opportunités dans le pays. Vas-tu le faire? Tu avais raison, Michel. J'attendais ce moment, vous n'avez pas idée. Je le sais que tu t'en vas de la chambre, là. Je voulais te le dire une dernière fois. Non, mais sans blague, c'est pourquoi changer quand tout va si bien? Mais c'est ça la réalité. Puis quand Dominique Leblanc, le ministre des Finances maintenant, et moi, on est sortis de Mar-a-Lago en février, parce qu'on est sortis de nos magnifiques vacances de Noël pour aller rencontrer Howard Lutnick, le futur secrétaire du commerce, qui est la personne en charge des tarifs, et Doug Burgum, le secrétaire à l'énergie. Moi, je suis sortie de cette rencontre-là et je me suis dit, ça va être un défi. Et là, on a accéléré encore plus nos efforts diplomatiques de lobbying à Washington parce que j'étais inquiète justement de la possibilité des tarifs. Mais c'est là, lorsqu'il y a eu différentes entrevues que j'ai données, où j'ai parlé qu'il fallait enlever les barrières tarifaires au Canada entre les provinces. C'est fondamental. Puis là, je pense que c'est pas parce qu'on a eu une peur de tarifs qu'on doit arrêter nos efforts. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis je sais qu'il y a des médias aussi ici. Ce que j'ai dit à Tout le monde en parle il y a 2 jours, tiens encore, il faut continuer d'acheter local. Il faut faire en sorte que nos projets de vacances, on peut les passer soit au Canada, on peut aller en Europe. Je sais qu'il y a de la famille, des fois on se retrouve à les États-Unis, je comprends. Mais on a des choix de consommateurs à faire. Et en même temps, on a de la pression politique à mettre sur nos élus pour que, enfin, le Canada puisse être un pays où il n'y a pas de barrière de tarifaire. Et en même temps, mais je sais pourquoi tu me dis ça, parce que je t'ai dit tantôt qu'est-ce que je répondrais. Moi, je pense que les associations professionnelles au Québec et au pays doivent aussi mettre de l'eau dans leur vin, parce que les associations professionnelles font beaucoup, beaucoup de lobbying pour maintenir certaines réglementations. Ouais. Et même chose pour les syndicats. Et donc, il faut faire en sorte aussi de comprendre qu'il faut qu'il y ait une mobilité de produits, il faut qu'il y ait une mobilité de main-d'œuvre. L'Europe l'a fait.
au sein de l'Union européenne, nous, on est un pays. On est supposé être dans cette fédération-là, cette confédération-là, où justement, on est capable d'avoir du commerce entre nous. Le commerce entre nous, ce commerce interprovincial, on le dit, là, puis la pression sur les gouvernements provinciaux, elle doit être énorme. J'écoutais hier le premier ministre Legault dire qu'il fallait que le secteur privé se réveille puis se mette à investir pour augmenter sa productivité. J'aurais eu envie de lui répondre, j'aimerais que les gouvernements provinciaux se réveillent puis lèvent les barrières au commerce interprovincial. On le dormait tous au gaz. Une fois qu'on a dit ça, la productivité, beaucoup de gens l'évoquent depuis quelques jours, on a une fiscalité très lourde au pays. C'est lourd pour nos entreprises. Peut-être que c'est désagréable de se faire imposer ça par Trump, mais est-ce qu'on devrait avoir une réflexion collective, enfin, pour se dire, si on sous-investit, c'est pas juste les entreprises qui sont myopes sur la valeur de l'investissement, c'est que la pression fiscale, elle est trop lourde sur nos entreprises. Et je pense que tout doit être sur la table maintenant. On est dans un moment historique, tout le monde, là. On ne pensait pas vivre ça dans notre vie, tu en as parlé tantôt. Il reste, je te dis, plus de 1000 jours. 1400. Il y a un niveau d'imprévisibilité qui vient avec le fait de faire affaire avec l'administration Trump, là. Ça va être notre vie pour les prochains 4 ans. C'est la réalité. Moi, je le vis dans ma vie à tous les jours. J'ai un sénateur républicain avec qui je m'entends très, très, très bien. Il m'a déjà dit, tu vis la meilleure chose, tu peux vivre le meilleur et le pire dans la même journée avec le président Trump. Donc, c'est ça notre réalité. Il va y avoir un niveau d'incertitude. C'est à nous de réagir. On ne peut pas rester gelé face à ça et être un petit peu comme un chevreuil devant les lumières, les phares d'une voiture. Non, au contraire. Il faut diversifier nos marchés, il faut baisser les barrières tarifaires, il faut regarder notre fiscalité, il faut avoir un plan, une stratégie industrielle pour le Canada. Il y a plein de choses qu'on doit faire. Puis, justement, il y a des élections qui s'en viennent. On va avoir un bon choix à faire. On s'en vient. J'ai des questions difficiles. Tu vas voir, là, c'était les faciles. OK. Allons-y sur la diversification des marchés, parce que, un peu comme le commerce intérieur canadien, puis j'en suis de dire peut-être gaspillons pas une crise, ça nous ouvre les yeux, mais c'est pas simple. Moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Elliott Lifson, qui est dans le commerce du vêtement. Ah oui. Elliott me disait toujours, quand on parlait de diversification des marchés, Michel, tu ne changeras pas la géographie. On est toujours bien à 80 km des États-Unis, qui sont le premier acheteur de ce qu'on produit. Bref, c'est très difficile. Alors, quand on se dit qu'on va le réussir ce coup-ci, qu'est-ce qu'on fait de différent? Est-ce que c'est juste qu'on est plus réveillé ou quelque chose va changer? Bien, je pense que c'est sûr qu'il faut être capable de faire affaire plus au sein du pays. Je pense aussi qu'il faut être intelligent de savoir comment on réduit nos risques avec les États-Unis. Il y a certainement un travail diplomatique à faire, mais il y a un travail de lobby que tout le monde doit faire aussi avec les Américains pour comprendre que c'est à leur désavantage d'avoir une relation où essentiellement il y a du protectionnisme entre nos deux pays. Ça, je pense qu'on peut avoir plein d'alliés aux États-Unis là-dessus. Puis je pense que c'est associations professionnelles d'affaires, syndicats, etc. Mais je pense aussi que l'Union européenne va réagir à ce qui se passe là. Puis nous, il faut être capable aussi de maintenir nos relations avec l'Union européenne, avec l'Asie. On est le seul pays qui a un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Et celui certainement de l'Union européenne pour nous, Québécois, est vraiment, vraiment important. C'est sûr qu'il va falloir faire plus de missions commerciales. Il faut créer toutes ces relations interpersonnelles-là qui sont clés à faire confiance en affaires. Mais je pense qu'on peut le faire. Je donne une idée, en fait, une image très concrète. Il y a une grande foire commerciale qui s'appelle Hannover Messe, qui a lieu en Allemagne à chaque année. C'est le manufacturier le plus innovant de la planète. C'est beaucoup de B2B. Et cette année, à chaque année, il y a un pays qui est à l'honneur, et cette année, c'est le Canada. Et c'est comme si c'est très souterrain. Les initiés le savent. Là, on a Bichat qui est à la table, on a Isabelle qui est à la table, la BDC Investissement Québec. Et je me dis, est-ce qu'on se fait une méga offensive sur toutes nos entreprises manufacturières en disant, cette année, le Canada est à l'honneur en Allemagne,
On prend l'avion, on s'en va là-bas avec nos meilleures entreprises, puis on projette notre expertise. Mais ça prend un porteur. Allez-vous le faire? Oui, moi, ça me ferait plaisir de travailler aussi avec la ministre du Commerce international, Mayering, puis avec François-Philippe Champagne aussi, le ministre de l'Innovation. Parce que, je le dis encore, c'est comme si cette idée-là, chaque fois qu'on l'a évoquée, je recevais un message, c'est une bonne idée, peut-être j'avais raison, je ne le sais pas, mais là, il faut qu'on s'organise. Une fois qu'on fait ça, le multilatéralisme, là, on focus tellement sur les États-Unis. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des rondes de discussion qui s'amorcent? Certains ont dit est-ce qu'on devrait faire partie de l'Union européenne? C'est un peu compliqué, là, mais comment est-ce On a une frontière avec Ah oui, j'ai compris. Danemark, Il y a une île qui est coupée, dans la petite île de Hans, qui est à côté du Groenland. C'est ça. Mais je pense que c'est important de comprendre comment tu vois... C'était ironique. Oui, enfin, Il n'y a pas de réaction dans la salle. non, mais les gens, présentement, si on est pour être le 51e État ou bien faire partie de l'Union européenne, peut-être qu'on choisira celui qu'on préfère. Mais je reviens à, OK, le multilatéralisme, les pays de l'Asie, on a signé un accord de libre-échange. Comment tu vois cette possibilité de renforcer avec des pays amis, des pays de valeurs semblables, les échanges, les facilités entre nos pays? Ben, je pense que... Je sais qu'en ouverture, Michel, tu disais « moi, je ne parle pas de politique, je parle économique. » Mais je suis désolée, mais maintenant, la politique et la géopolitique est en premier, puis l'économie est associée. Pourquoi? Parce que pendant très, très longtemps, parce qu'il n'y avait pas de risque géopolitique, puis il n'y avait pas de risque politique, ces risques-là étaient bas, donc l'économie pouvait prévaloir. On était dans une époque où on ouvrait des marchés, où on faisait en sorte de se faire confiance, où l'objectif était essentiellement de respecter les accords de libre-échange. Là, ce qu'on a vu, c'est que c'était l'accord de libre-échange qui est en jeu, je ne veux pas. Et notre accord le plus important, qui est celui de l'ALENA. Donc, dans les circonstances, je pense qu'il faut c'est vraiment important de comprendre qu'il faut se baser sur nos investissements au pays. On est un pays de ressources naturelles, on est un pays aussi avec énormément de recherche et de développement et comment je peux dire, de cerveau. On est capable de tirer parti vraiment de l'économie d'aujourd'hui. Il faut débloquer certains investissements, il faut repenser aussi notre souveraineté énergétique au Canada. C'est certainement des grandes conversations qu'on doit avoir. En même temps, c'est sûr que présentement, moi, j'ai été au téléphone avec certainement mon collègue mexicain, mais aussi avec ma collègue européenne, la ministre des Affaires étrangères de l'Europe, Kaja Kallas, qui elle-même se pose la question qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais il y a des tarifs qui s'en viennent sur l'Europe. Ils nous regardent. Même chose avec David Lamy, le ministre des Affaires étrangères britannique. Même chose avec mon collègue Jean-Noël Barrot en France. Et maintenant, en Allemagne, il y a des élections. Donc, ma collègue Baerbock, Annalena Baerbock, qui était venue ici à la Chambre de commerce, est présentement en élection. Mais le Canada, cette année, on préside le G7. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir une plus grande coordination qui va se faire. La semaine prochaine, je m'en vais en Europe, je m'en vais à Paris sur une conférence sur la Syrie. Après, je m'en vais à la conférence de Munich sur la sécurité, qui est la grande conférence où tous les ministres des Affaires étrangères de l'Europe et du monde sont là. Il va y avoir un premier G7 des ministres des Affaires étrangères qui va être là avec Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État. Puis après, je m'en vais au G20 en Afrique du Sud pour rencontrer mes homologues en Afrique du Sud. Donc, vous voyez, le multilatéralisme va continuer, mais il y a énormément de tensions géopolitiques, plus qu'avant. Ce qui m'amène, nous, la Chambre, historiquement, on aidait des entreprises à se préparer au marché chinois. Mm-hmm. On a participé aussi avec des entreprises à des missions de défrichage en Inde. Mm-hmm. Comment on aborde ces deux grandes entités géopolitiques qui sont des marchés importants? Mm-hmm. Comment tu vois l'état de nos relations avec ces deux entités? Bien, au niveau de la Chine, nous, on a une politique sur la Chine. J'ai été capable de rétablir les relations diplomatiques. On est allé, mon équipe et moi, l'été dernier en Chine. Le Canada va continuer de faire affaire avec la Chine. En même temps, il y avait des enjeux de sécurité nationale pour certains investissements que le gouvernement chinois, ou via, dans le fond, ces entités, voulait faire au Canada.
On a pris des décisions difficiles, mais des décisions nécessaires. Puis, en même temps aussi, lorsque viennent les investissements en Chine, bien, ce que j'ai dit au milieu des affaires, il faut garder les yeux grands ouverts. Parce que, au-delà de la relation entre le Canada et la Chine, la plus grande compétition géopolitique dans le monde, c'est entre les États-Unis et la Chine. Et c'est la seule compétition véritablement qui peut faire en sorte qu'éventuellement, il pourrait avoir une grande tension, mais ultimement un conflit international. Donc, c'est pour ça que j'ai bien hâte de voir comment Donald Trump va gérer la relation et comment Xi Jinping va gérer la relation avec les États-Unis. Comment ils vont être capables de maintenir ce rapport-là, parce qu'il y a une interdépendance, veux pas. Mais il y a certainement une compétition au niveau intelligence artificielle, au niveau scientifique, au niveau aussi même au niveau de l'espace, au niveau militaire, au niveau économique, puis au niveau juste de façon générale d'accès aux ressources naturelles à travers le monde. Donc, une fois qu'on fait ces mises en garde, est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'on devrait recommencer à organiser des déplacements d'entreprises vers la Chine et vers l'Inde? Bien, là, on vient de signer un nouvel accord on fait partie de l'accord de libre-échange sur l'Asie, qui ne comprend pas la Chine, mais qui comprend, dans le fond, une grande partie, le Japon, la Corée, la grande partie aussi le Vietnam, etc., des économies asiatiques. Ma collègue Mary Ying partait avec je pense, part cette semaine, la semaine prochaine, avec une délégation qui fait l'Australie, qui s'en va aussi en Malaisie et au Brunei. On vient de signer un accord de libre-échange avec l'Indonésie. Donc, moi, mon impression, Michel, c'est que le Canada, on est un des pays qui a le plus d'accords de libre-échange. Mais pour soutenir ton point, nos entreprises ne le savent pas ou n'ont pas de contact avec ces pays-là. Et nous, comme gouvernement, on doit travailler de concert avec les différentes chambres de commerce au pays, certainement la Chambre de commerce de Montréal, pour justement organiser ces missions-là pour être capable de faire de créer des liens, puis après, de pouvoir aider au niveau de nos exportations. Bon, je t'avais promis une question difficile. J'ai participé à une rencontre avec M. Scholz, le premier ministre allemand. J'ai participé à l'événement avec Mme Baerbock quand vous étiez venu ici. Et on a eu beaucoup d'échanges sur l'appétit de l'Allemagne, l'appétit de l'Europe pour notre gaz naturel. On a eu un projet qui s'appelle GNL Québec, qui visait à nous sortir d'une dépendance vers les États-Unis. Et collectivement, on a eu un gros enjeu d'acceptabilité sociale. Mais là, on a un enjeu de sécurité nationale et de sécurité économique. Allez-vous soutenir un projet GNL Québec à la prochaine élection? Moi, je pense que c'est une question de savoir est-ce que les Québécois sont prêts à soutenir un projet comme ça. Mais le Parti libéral, lui? Moi, je suis ministre des Affaires étrangères. Là. Moi, ce que je vous dis, par contre, c'est qu'on a présentement une vulnérabilité par rapport aux États-Unis au niveau de notre pétrole et notre gaz. Pourquoi? Parce que si vous regardez comment les pipelines sont organisées, le Canada, on a comme seul client en particulier pour le pétrole d'Alberta, 98 à peu près du pétrole s'en va vers les États-Unis. Les usines de raffinerie au Texas sont organisées pour le type de pétrole qui est produit en Alberta. Et ça s'appelle en anglais du crude oil. Et si ce n'est pas nous, c'est le Venezuela. Donc, aussi, les États-Unis sont dépendants de notre pétrole. Donc, il y a une interdépendance. On a construit un pipeline qui s'appelle TMX, qui part de l'Alberta et qui se rend au port de Vancouver, qui nous permet aussi d'exporter vers l'Asie. Et on a un grand projet de GNL aussi à Kitimat, en Colombie-Britannique, qui va permettre qui entre en fonction cette année, qui va permettre au Japon et à la Corée d'enlever leur dépendance envers le gaz russe. Donc, ça va nous permettre de devenir encore plus proche du Japon et de la Corée, même d'un point de vue énergétique. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de pipeline présentement qui passe à travers le Canada pour venir vers chez nous. Ici, à Montréal, notre pétrole et notre gaz provient des États-Unis.
Donc, ou parfois même, on peut l'exporter d'ailleurs dans le monde. Donc, c'est la grande question. Et moi, je pense que c'est une question que les gens doivent se poser ici. En même temps, on a des objectifs environnementaux. On doit réduire notre consommation de CO2, on le sait. Et c'est pour ça, moi, je suis très, très intéressée de savoir, est-ce que la donne, est-ce que ce qui s'est passé dans les derniers jours change la donne? Moi, c'est sûr que j'ai une opinion, mais je suis prête à entendre la vôtre avant. Avant, d'accord. Peut-être une question maintenant qui est la sécurité nationale et la défense. On l'a vu venir un peu avec la guerre en Ukraine. À travers le monde, les budgets militaires ont augmenté. On a tous réalisé une énorme vulnérabilité qu'on avait dans ce type de conflit-là. On a aussi réalisé encore plus récemment à quel point on se cache derrière les États-Unis en présumant qu'on n'a pas à investir en défense. Nous, nos entreprises qui investissent en défense, qui vivront de contrats extérieurs dans le monde, mais pas chez nous nécessairement. Moi, j'ai été très vocal sur le choix qu'on a fait d'utiliser l'avion existant de Boeing plutôt que l'avion proposé par Bombardier pour faire la reconnaissance dans le Nord. Est-ce qu'on peut se dire maintenant qu'on va avoir une stratégie d'investissement en défense, utilisant des champions canadiens, en prenant certains risques technologiques s'il faut développer des nouveaux produits? Moi, je pense que aussi, il va falloir dépenser plus en défense et beaucoup plus vite. Donc, ça, on le sait. Et c'est pas juste parce que Donald Trump en parle. Oui, il en parle, mais fondamentalement, c'est basé sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire on est dans un monde plus compliqué, avec des tensions géopolitiques qu'on n'a pas vues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je suis venue à la Chambre de commerce depuis les 3 dernières années, depuis ministre des Affaires étrangères, et j'ai dit la même chose depuis 3 ans. Depuis la guerre en Ukraine, où j'ai donné mes premiers discours, jusqu'à après le Moyen-Orient. Et après, là, je reviens, puis il y a les tensions avec les États-Unis. Donc, on doit investir pour nous, pour notre propre défense, pour notre propre souveraineté. Ça veut dire que le gouvernement fédéral va faire des investissements historiques aussi en défense. En défense, pour, bien entendu, dans le sud du pays, là, mais aussi fondamentalement dans le nord, dans l'Arctique. J'ai présenté une stratégie sur l'Arctique au mois de décembre dernier au Corim et à Ottawa. Et elle complétait celle de la stratégie de défense de mon collègue, le ministre de la Défense, Blair. C'est sûr qu'associé à ça, il y a une stratégie industrielle militaire qui est très, très importante. On n'a pas développé au Canada tant que ça nos chaînes manufacturières dans le domaine militaire de la défense. On en a un peu, mais pas beaucoup. Et on a aussi un tissu industriel civil qui peut être transformé aussi en défense. Je pense notamment à CAE, un Bombardier, etc. Il y a du travail à faire. Puis certainement, on va vouloir faire ces investissements-là. Parce que si on regarde même nos investissements en aéronautique, ils datent la connaissance en aéronautique au Canada, elle provient de ce qu'on avait fait à l'époque lors de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Donc, ça fait partie de notre histoire. Mais là, on était dans un monde à l'époque où on prenait un peu notre sécurité pour acquise. On ne doit plus l'apprendre. Mais même quand on parle de nos investissements en défense, puis ça, le premier ministre le dit au premier ministre des provinces, si le Canada, le fédéral, on se met à investir beaucoup plus en défense, c'est sûr que ça va avoir un impact aussi dans le rôle qu'on va jouer auprès des provinces. Il me reste une dernière question, mais on vient d'y toucher un peu sur l'Arctique. On commence à voir, évidemment, le réchauffement climatique ont pour effet possiblement de rendre le territoire plus accessible. On voit du positionnement, on entend le président Trump vis-à-vis du Groenland. Et donc, la défense est un enjeu, mais certains diraient l'occupation du territoire aussi. Et donc, est-ce que, d'un point de vue, je dirais, de nos relations avec le reste de la planète, on devrait envisager de développer au moins 1 ou 2 ports avec 1 ou 2 villes ou villages, je ne sais pas quelle taille, mais dans l'Arctique ou dans le Nord canadien pour démontrer que c'est pas juste un territoire où on a des bases militaires, mais c'est un territoire où on est présent. Dans notre nouvelle stratégie sur la défense développée par le ministre Blair, il y a développé des hubs il y a 5 ou 6 hubs un peu partout à travers l'Arctique qui vont devenir des points importants d'investissement.
Et là, il est en train de mettre en place cette stratégie-là. Il faut qu'il décide quelle ville, village, plus dans le domaine en Arctique. Et ce que je disais au premier ministre des Territoires, la dernière fois que vous avez vu autant d'investissements dans l'Arctique, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale, puis après la guerre froide qui s'en est suivie. Mais là, on revient à cette époque-là où, là, oui, en effet, il va y avoir plus d'investissements. C'est sûr aussi qu'à cause des changements climatiques, le passage du nord-ouest devient beaucoup plus accessible aussi à des pays comme, par exemple, la Chine. Et ça nous préoccupe. Donc, en effet, il va falloir avoir des investissements importants tout au long du passage du territoire du Nord-Ouest parce que, présentement, on travaille avec les peuples autochtones qui sont là, les Inuits qui sont là, qui ont des bonnes connaissances du territoire, bien mieux que nous, les gens du Sud, mais en même temps, ils n'ont pas toutes les ressources nécessaires. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une coopération qui se passe entre la Chine et la Russie dans l'Arctique. Lorsque le président Poutine est allé rencontrer Xi Jinping à Beijing il y a environ 1 an, ils ont signé une entente de coopération militaire au niveau de l'Arctique. Et ils ont commencé à faire des exercices militaires ensemble en Arctique. La Chine et la Russie ont beaucoup, beaucoup plus de brise-glace militaire que nous. Et c'est pour ça qu'on a signé avec le président Biden à l'époque, avec la Finlande, avec les États-Unis, avec, bien entendu, nous, le pacte qui s'appelle le Ice Pact pour la construction de brise-glace. Ces brise-glaces-là sont faits où? Sont faits à Québec par le chantier Davy. Et qui fait les brise-glaces en Finlande? C'est le chantier Davy qui a acheté un chantier finlandais, en fait, qui était détenu par les Russes, puis qui a dû être vendu lorsque les sanctions ont commencé contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Donc, Davy a acheté ça. Et là, Davy est en stratégie d'achat de différents chantiers navaux aux États-Unis. Et c'est essentiellement des emplois qui sont basés ici avec un siège social, des compétences qui sont québécoises et en fait canadiennes. Donc, on peut jouer un rôle en Arctique. On doit augmenter nos investissements, on doit investir davantage aussi dans les brises-glaces. Le président Trump est omnibulé par les questions liées aux brises-glaces, puis le fait que les États-Unis n'en ont presque pas. Et donc, je pense aussi que c'est une façon de pouvoir collaborer avec cette administration-là. C'est tout le temps que nous avions. Je voulais terminer sur ce que dit Laurent Ferreira à cette tribune il y a 2 semaines. Il a dit, depuis l'émergence de la crise avec l'administration américaine, il n'y avait jamais eu autant d'appels directs des gouvernements. Je pense que pendant la pandémie, il y en a eu pas mal. Mais il y a quelque chose, on s'est beaucoup parlé à l'époque. Mais ce que j'allais dire, c'est autant pour ce qui est du Nord, que ce qui est le commerce intérieur canadien, que ce qui est le développement des marchés à l'exportation. Il faut qu'on abandonne une forme de gêne de se parler. Parce que le milieu des affaires présentement a besoin de la joie en équipe entre lui et a besoin de la joie en équipe avec le gouvernement et vice-versa. Donc, je vous invite à se parler le plus possible parce qu'on est anxieux, tout le monde. Et moi, je ne suis jamais gênée de te parler, même Michel, ça me fait toujours plaisir de te voir. Mais merci tout le monde d'être ici. J'espère que j'ai pu éclairer un petit peu plus, dans le fond, vous donner un petit peu plus d'informations. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais je pense qu'on peut être très, très fiers de notre réaction. Je pense que ce qu'on a lancé comme réaction un petit peu partout à travers Montréal, le Québec, partout à travers le pays, on doit la maintenir parce que c'est comme ça qu'on va être capable, justement, de défendre nos intérêts, de défendre nos emplois, nos jobs, notre monde. Merci beaucoup. Ceci conclut notre événement d'aujourd'hui. Madame Joly, au nom de la Chambre, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci également à tous et à toutes d'avoir été des nôtres. Et pour votre information, nous aurons le plaisir de recevoir le ministre Philippe-François Champagne le 24 février prochain. Merci et au plaisir de vous revoir. Bonjour tout le monde. Alors, écoutez, vous venez de m'entendre en entrevue devant la Chambre de commerce de Montréal. Donc, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Je vais commencer en français, puis après, j'irai en anglais. Of course, you just heard my conference in Montreal at the Montreal Board of Trade, so it will be a pleasure to answer your questions. I think that James, tu vas être en charge de monitorer le tout. Alors, après toi.
pouvez, s'il vous plaît, vous identifier avant vos questions. Marie-Josée Paquet-Comeau de Radio-Canada. Oui, bonjour Marie-Josée. Bonjour. Donc, nous avons un répit, si on veut, de 30 jours. Oui. Pourquoi M. Trump parle d'une entente à renégocier? Pouvez-vous nous expliquer? Parce que, techniquement, l'entente que vous avez, c'est en lien avec la sécurité de la frontière, la sécurité publique. C'est ce que vous avez dit pendant la conférence. Oui. Donc, pourquoi, là, on parle d'un traité à renégocier, d'une entente? Écoutez, je ne vais pas faire de l'interprétation libre de ce que M. Trump a dit. Je ne suis pas au courant de cette dernière affirmation de sa part, là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 processus en place, comme je l'ai mentionné tantôt. Premièrement, sur la question des tarifs, il y a une pause de 30 jours basée sur le décret qui a été signé sur la protection de la frontière et le fentanyl. Donc, on travaille là-dessus. Le ministre de la Sécurité publique, David McGuinty, est en contact avec le tsar de la frontière du président Trump, Tom Homan. Le travail se fait et on va mettre en place très rapidement les mesures liées à notre plan sur la frontière. Donc, premièrement. Deuxièmement, entre-temps, l'ambassade américaine, la ministre du Commerce international, moi-même, on travaille tous sur aussi le deuxième délai, le deuxième processus qui est en place, qui est lié à un décret présidentiel du 20 janvier dernier lié à la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis. Et ça, là-dessus, on va être capable de démontrer aux Américains qu'en dehors de la question énergétique, les Américains ont un surplus commercial avec le Canada, surtout dans le secteur manufacturier. Et donc, dans les circonstances, on est capable d'avoir une relation commerciale forte ensemble. Il y a 8 millions d'emplois aux États-Unis qui sont liés à cette entente-là avec le Canada. Nous aussi, bien entendu, on va être là pour protéger nos intérêts, nos emplois, nos jobs. Qu'est-ce qui a convaincu Trump dans votre négociation, puisque votre plan ou à la frontière était déjà entamé, avait déjà été proposé? Qu'est-ce qui a fait la différence? Bien, on est arrivé avec quelques mesures de plus, mais je pense qu'on est capable de tous s'entendre comme quoi il y a moins de 1% du fentanyl qui provient du Canada qui va aux États-Unis, puis il y a moins de 1% des immigrants illégaux qui proviennent du Canada qui vont vers les États-Unis. Philippe Bonnet, 98 ans, qui était. Oui. Si on me comprend bien, vous l'avez dit tantôt, les 4 prochaines années seront difficiles. C'est pas seulement le prochain mois, la prochaine année, là, il reste 1400 jours. Ça risque d'être compliqué pour nous en tant que Canadiens. C'est sûr qu'il y a, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, il y a beaucoup d'imprévisibilité liée à la gestion du président Trump. Et moi, je suis pas dans sa tête. Il n'y a personne ici qui est dans la tête du président Trump. Et une chose est sûre, c'est qu'on doit être capable de composer avec cette imprévisibilité-là. Donc, quand le président Trump dit quelque chose, on doit être capable de réagir. Il a dit quelque chose sur les frontières, on a réagi vite. Il a parlé de la relation commerciale avec les États-Unis, on travaille là-dessus. Donc, on va être toujours très, très aux aguets. En même temps, on doit apprendre de ce qu'on a vécu. On ne doit pas baisser la garde. On doit être capable de s'organiser au pays, réduire les barrières entre les provinces, être capable de faire affaire pas juste avec les États-Unis, mais aussi à travers le monde, et aussi investir dans, chez nous, nos jobs, nos employés, nos emplois, être capable de soutenir l'achat local et aussi, dans le fond, faire en sorte qu'on investisse plus même comme gouvernement dans les produits d'ici. Dominique Talbot, Journal des Affaires. Oui. Les États des Grands Lacs ont voté pour Trump lors de la dernière élection. Oui. Beaucoup d'agriculture, vous Oui. parlez des relations commerciales. Est-ce qu'on commence à vous demander de penser à laisser tomber la gestion de l'offre? Est-ce que c'est une demande qui vous a été faite à venir jusqu'à maintenant et seriez-vous prête à le faire? Nous, on a toujours dit qu'on allait protéger la gestion de l'offre. Le Parti libéral est le parti qui a mis en place la gestion de l'offre. C'est nous qui l'avons protégée lors de la dernière renégociation de l'ALENA et on va être là pour la protéger. Donald Trump parle beaucoup de faire du Canada le 51e État. Ça, c'est le président. Dans vos relations avec vos homologues américains, est-ce qu'elle vous en parle aussi ou ça reste un discours qui est principalement porté par le président? C'est principalement par le président. Mathilde Jobin pour TVA Nouvelle. Je vous lance là-dessus la gestion de l'offre. Aussi, les banques américaines, qui vont pouvoir faire des concessions là-dessus au cours du prochain mois? Au niveau du système bancaire canadien, il est très fort. Puis aussi, il y a toujours une possibilité pour les banques américaines d'investir au Canada si c'est nécessaire, mais le ministre des Finances pourrait répondre davantage à vos questions là-dessus. Vous avez fait référence de vos discussions avec d'autres. Si on sort des États-Unis, oui. Vous parlez à vos homologues dans les autres. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent au sujet de ce qui se passe aux États-Unis quand ils voient ce qui s'est passé avec les? Mais c'est sûr que
J'ai été beaucoup en contact avec surtout le Mexique dans les derniers jours. Juste hier, j'ai parlé, je pense, 5 fois à mon homologue mexicain. Donc, il y a une certaine inquiétude qui est partagée par nous. Mais aussi, lorsque je parle à mes homologues européens, britanniques, ils veulent tous apprendre davantage de l'expérience du Canada. Parce que s'il y a un pays dans le monde qui connaît les États-Unis, c'est nous. C'est ça la réalité. C'est nous qui connaissons le plus la société américaine, qui connaissons le peuple américain et qui a des contacts partout à travers les démocrates et les républicains. Même si on regarde d'un point de vue comment le gouvernement canadien gère les autres pays dans le monde et gère la relation avec les États-Unis, c'est complètement différent. Par exemple, lorsque je parle à mon collègue britannique, ça va être le ministre des Affaires étrangères canadien avec le ministre des Affaires étrangères britannique. Mais lorsqu'on regarde la relation avec les États-Unis, le gouvernement du Canada, comment on s'organise, c'est que moi, je vais parler au secrétaire d'État américain, mais en même temps, tous mes homologues, tous mes collègues vont parler à leurs homologues. On est complètement liés. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de prendre toute cette expérience-là et parler à nos collègues à travers le monde. Et c'est sûr qu'il y a une inquiétude. Ma question portait d'ailleurs là-dessus, l'inquiétude. Quel genre d'inquiétude qu'on vous exprime et d'où vient-elle? Elle est liée à l'imprévisibilité auquel je faisais référence, parce qu'on sait que autant au niveau affaires, donc économique, qu'au niveau politique, plus on est capable de prévoir les décisions, plus on est capable justement de gérer les risques et donc être capable de prendre des décisions à moyen et long terme. Et donc, c'est ça présentement qui est préoccupant. Mais justement, ici, M. Trump a réussi, ça va être ma dernière, parce que ici, M. Trump a réussi à sortir un canon pour tuer une mouche, là, vraiment, puisque ce qui passe comme fentanyl puis comme immigrant, là, sa frontière canadienne, c'est minuscule. Est-ce que c'est pas un peu, nous, on sort les grands moyens pour lui faire plaisir, au fond? Est-ce que c'est pas un peu lui ouvrir une porte qui recommence ça ad nauseam? On a protégé la frontière avant tout pour nous, parce qu'on était préoccupés par le fait que, justement, il peut y avoir des mouvements de population des États-Unis vers chez nous. Parce qu'on sait que, présentement, les États-Unis sont quand même un exportateur d'immigrants illégaux vers le Canada. C'est la réalité. Le ministre de l'Immigration l'a dit la semaine passée, Mike Miller. Puis on sait qu'on a un problème d'armes à feu illégales, alors que nous, comme gouvernement, on a tout fait pour faire en sorte qu'il y ait un contrôle des armes à feu au pays. Donc, on sait qu'on est capable, dans cette relation-là, d'arriver à un niveau gagnant-gagnant. Mais en même temps, je pense que c'était un bon réveil brutal, ce qu'on a vécu. En anglais, je dirais un bon wake-up call. Oui. Et vous avez eu 3 questions, là. On a 3 minutes de reste, alors. Le Canada, c'était le grand pacificateur mondial. Là, vous nous avez dit qu'il faut investir plus en militaire et plus rapidement. Vous avez dit qu'on est peut-être proche d'un grand conflit entre la Chine et les États-Unis. C'est une vision assez pessimiste du monde que vous nous avez donnée. Une vision réaliste ou est-ce qu'il y a une autre? C'est une vision réaliste que je vous donne. Si vous allez dans les différentes conférences internationales liées à la géopolitique présentement, c'est les conversations que vous allez entendre. Moi, je suis une personne très pragmatique. J'ai présenté une politique sur la diplomatie pragmatique il y a déjà 2 ans, parce que je sais très bien que les tensions sont là entre les pays et le Canada, nous, on est une puissance moyenne. Alors, on doit être capable de, avant tout, défendre nos intérêts nationaux et naviguer cette réalité-là qui est vraiment en train de changer sous nos yeux. Même si c'est contre nos valeurs, donc GNL Québec, vous avez un peu ouvert la porte à ça. L'armement, traditionnellement, on investissait moins en armement, il va falloir aller à fond là-dedans. Donc, même si c'est un peu contre nos valeurs traditionnelles canadiennes. Ça a toujours été nos valeurs de protéger notre pays. C'est juste que nous, comme génération, on a vécu dans un pays pacifique. D'autres générations à l'époque n'étaient pas moins plus belliqueuses ou pacifiques. Ils faisaient juste répondre à ce qui se passait au moment où ça se passait. Donc, je pense que oui, on est un peuple pacifique, mais oui, on est un peuple aussi qui sait se défendre. C'est à nous de le faire. Et donc, c'est pour ça que plus on est capable d'investir, oui, dans la question militaire, plus on est capable de se faire respecter. Donc, moi, je pense qu'il faut... comment je peux dire, c'est pas de chercher le trouble, qu'est-ce qu'on fait, au contraire, c'est de réagir de façon prudente aux événements qui se passent partout à travers le monde dans les circonstances, parce qu'on doit, en effet,
protéger nos valeurs dans notre pays, d'ouverture, comment je pourrais dire, d'acceptabilité, de diversité, etc. Ah, là, mais là, vous avez déjà posé 2 questions. Là, c'est 2 questions par personne maximum. Yes. Oui. Yes. As the threat of tariffs looms, what considerations rather are you giving to dropping some of the barriers for interprovincial trade? Well, I think it's really important that we do so. I think it is an eye-opening conversation that is happening right now regarding the fact that, indeed, premiers are ready now to work with the federal government to get rid of these interprovincial barriers. The Minister of Internal Trade, Anita Anand, is working on this, and I think we should continue the momentum. And at the same time, what I said at the Board of Trade today is it is important that professional associations also do their work and the unions as well. So this is a whole Canada approach that we need to have, and we need to seize the moment. What does fentanyl czar look like, and who would you suggest for the role? That's a good question to the Minister of Public Safety. Yes. Yeah. I'll take after me. Going forward, when you talk about the U.S. President's preoccupation has been the border security and fentanyl. You've managed to get this delay of 30 days. What now is your advice to the Prime Minister to convince President Trump to either extend that pause beyond 30 days or to ultimately eliminate it altogether? Where do you see, what's your advice to the Prime Minister to convince the President? Well, it is to make sure that the border plan is implemented. We're a government. We need to make sure that these are not only words, but they're transferred into actions. And that's what we're doing. Black Hawk helicopters are already patrolling the border. We already have drones that have been bought that are patrolling the border. We now have changed the opening hours of our border posts across the country. And we need to continue to do that. But I mean, does this mean that you just sit back then and wait for these 30 days? And Absolutely not. Try to show the President that the measures you've announced are working, or do you think you have to go further? Do I look like somebody that is just sitting back and looking at things happening? No, absolutely not. We're in implementation mode. We're in action mode. So that's why the Minister of Public Safety is in contact with Tom Homan, the border czar of Trump, and I met with him along with the Minister of Immigration last Friday in Washington. That's why we've been in contact with him since then as well. And that's why also the RCMP Commissioner, the head of the CBSA, they're all working on making sure that is happening. Madame Joly, sorry, last question here. Yes. Madame Joly, yeah. Do you worry that giving Trump sort of what he wanted on the border in the face of these threats gives him an opening to make more demands, that in 30 days we're going to have another series of demands? I think Canadians across the country are feeling a sense of relief because of this 30-day pause. But I think absolutely we need to make sure that we continue to hold together, to keep this very strong Canadian unity that we're showing all together right now, and we need to be strong as one. Meanwhile, we'll continue to plead the case of Canada in the U.S., and ultimately what we know is the only ones that will be able to convince President Trump are Americans themselves. So we need to continue the pressure to make sure that we lobby Washington, that we also have an impact on how we buy Canadian, how we are also making sure that our travel plans are also to travel more in Canada or outside the U.S., except when we have family, which I can completely understand. And that's the way that by being organized that we will be able to protect our jobs and invest in Canada. Canada's approach has been to, we've been a country that sort of believes in a rules-based international order. We're a middle power. We need that sort of security from international organizations and trade agreements. How do we have to change our approach to facing the world when that order just doesn't exist anymore? Well, I wouldn't say it doesn't exist anymore. It is still existing, but we need to make sure that we're pragmatic, that we are about protecting our interests first, and that we work with many allies. There are many allies within the American society and even the political class, of course, but we need also to work along with allies that we haven't always worked as closely with, which are, of course, Europeans, the Brits, and also our friends in Asia. That's what we need to do. And, of course, right now we have to be working with the Mexicans, because when it comes to Mexico, Mexico is our second biggest trading partner, and we should never take it for granted. Okay. Thank you. Merci.